déteste le mot conférence. J'aime bien le mot anglais, lecture, je trouve que c'est un peu plus chic. C'était destiné aux étudiants, mais ils ne sont pas là. C'est sérieux quand je dis que c'était destiné aux étudiants. L'exposition aussi, c'est-à-dire l'idée, c'était quand même de leur dire que le dessin, c'était agréable, et qu'on pouvait avoir envie de dessiner, et que c'était un moyen, je suis en train de dérouler la conf avant même de l'avoir commencé, que c'était un moyen d'expérience et d'investigation de l'architecture. Alors je voulais leur dire, parce que c'était à eux que je voulais m'adresser en premier lieu, et pas du tout à mes amis, à mes collègues, comme que vous êtes tous, je crois, ou à peu près, ou à 99%. C'était leur dire mon plaisir d'être là, ça veut dire ma tristesse de ne plus être là. Que l'enseignement est quelque chose, moi j'ai enseigné beaucoup, longtemps, je crois 45 ans, peut-être même un peu plus. C'est un des rares moments dans la vie quand même de partage absolument gratuit. C'est ce qui a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, des étudiants qui croient que parfois on les embête, on les sadise, on les torture, on les morigène, etc., ne comprennent pas toujours ça. Mais parce qu'on ne donne qu'à ceux qu'on aime, hein, de toute façon. Bon. Alors, le dessin, pourquoi parler du dessin? Parce que chez moi, ce sont plutôt des moments perdus, des moments où je peux me sentir perdu et où c'est un moyen, pour moi évidemment, de revenir à la réalité, celle du dessin et à l'épreuve qu'il représente. Je veux dire essentiellement deux choses dans ce propos. La première chose, c'est la question de l'objectivité de l'art. Je suis d'une famille bourgeoise, donc on dit que l'art, c'est le talent, on dit que l'art, c'est la sensibilité. Je veux le dire aussi, malheureusement. Je reprends en vrai les mêmes termes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas fondé sur l'organisation d'objets, qui, comme chacun sait, sont objectifs et sont doués de rationalité. Et la deuxième chose que je veux dire aux étudiants, c'est que quand on étudie l'art et l'architecture est un art, c'est pas de la science, c'est un art. On travaille dans un... C'est les chercheurs qui parlent comme ça, dans un champ, dans un domaine, tout ça, savoir avec l'espace, tout ça, qui est celui de la connaissance sensible. Et dans connaissance sensible, il y a quelque chose qui peut sembler un petit peu paradoxal. Il y a le mot connaissance et il y a le mot sensible. Hein, sensible, c'est notre corps, hein, nos yeux, notre toucher, notre goût, ce qu'on entend. Et c'est la synthèse de tout ça. Ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on entend. Hein, c'est aussi ce qu'on touche, ou en tout cas ce qu'on peut toucher. Et donc, ce dont on s'imagine le touchant. Bref, donc c'est un peu les deux grandes questions dont je voulais parler. Alors, je commence par une introduction qui, comme toutes mes introductions, sont trop longues, d'autant plus que j'ai introduit une introduction. Ça ne s'arrange pas. Et après, on pourra parler ensemble de quelques images. Alors, le dessin, d'abord, c'est une pratique, c'est-à-dire un exercice de soi. On plie ses gestes, on soumet son action au sensible, donc, et à sa réflexion. Je dirais la réflexion dans les deux sens du terme, dans l'idée que ce qui réfléchit est pensé. C'est donc une expérience de la sensibilité, le visible, je l'ai dit tout à l'heure déjà, je n'aurais pas dû faire une intro de l'intro, le visible, le tactile, la matière, la lumière, la couleur, les corps, leur figure, leur configuration, qui peu à peu vont devenir, au fur et à mesure des dessins,
des corps de l'espace, des figures de l'espace. J'ajouterais à ces remarques liminaires que parler d'espace sensible, c'est parler du corps. Alors c'est compliqué. Je dois beaucoup à Merleau-Ponty en introduction et à la phénoménologie de la perception. Donc ça y renvoie beaucoup. Notamment la question du corps chez Merleau-Ponty, qui n'est pas le corps physiologique, qui est un corps sujet, qui n'est pas un corps subjectif, qui est un corps propre. Il dit le corps propre, c'est-à-dire qui anime du physico-sensible. Et évidemment, quand on parle d'espace, on sait bien, on parle forcément de masse, en tout cas depuis Einstein, ça semble clair, mais les baroques l'avaient très bien compris à leur manière. Hein. Et quand on parle de masse, de matière, puisqu'on ne voit que la matière, on mesure, pendant longtemps on n'a mesuré que la matière, eh bien quand on dit la masse, la matière, on pense le corps. Encore une fois. Donc cette expérience, c'est aussi, évidemment, quand on dessine, une trace de soi-même. Je m'exprime parfois de manière un peu trop prétentieuse quand j'écris, il faut me pardonner. Et je suis un peu obligé de lire mes notes. Il est un peu aussi une trace de soi-même au sens où, par notre corps, par ses gestes, on établit un lien durable de ce qu'on a l'habitude de renvoyer à l'intériorité, le moi, la psyché, etc. Et un lien durable avec l'altérité. C'est-à-dire un dessin, ça très clairement, c'est une production subjective d'un objet, tout simplement. Le dessin, donc, est aussi, mis à part tout ça, cette expérience de l'espace sensible est aussi une expérience cognitive. Je dis, j'enfonce une porte ouverte, je dis une évidence. On ne voit que ce que l'on comprend. Et en tout cas, moi, qui suis limité, les mathématiques, la science physique fondamentale m'échappe complètement. Je ne comprends que ce que je vois. C'est-à-dire, pas totalement étanche à la pensée conceptuelle, mais enfin quand même. Hein, et donc, l'intelligible est toujours sensible, et il faut que les étudiants se disent bien que penser, c'est voir et toucher. Donc, s'ils voient et s'ils touchent, pas beaucoup d'argent en général, c'est qu'ils pensent. Alors, trois petits aphorismes. Dans la fenêtre, il y a la question de la vue, mais il y a aussi, les architectes savent bien, la manière dont la fenêtre est placée. Il y a donc non seulement la vue, mais un rapport à la vue. Dans les figures de la chambre, je pense à la chambre à coucher, dans les figures de l'intériorité, il y a nos manières. Il y a donc l'intimité. C'est difficile de ne pas pouvoir penser l'intimité sans penser un espace. Et là, le troisième petit aphorisme écrit un peu bêtement, dans le rythme d'un péristyle, il y a une marche, il y a la marche, et donc un souffle. C'est-à-dire, quand je dis le sensible, c'est l'épreuve du corps, j'ai beaucoup de mal à le dire parce que ce n'est évidemment pas que les cinq sens. C'est le corps en mouvement. Et parfois c'est dur de le faire bouger. Voilà. Et ça en fait partie. Et ça en fait partie. Donc pour conclure ce premier petit discours, dessiner librement, et c'est ce que je voulais dire aux étudiants d'abord, c'est un plaisir de la sensibilité et un plaisir de la connaissance sensible. Et ce que je voulais leur dire ainsi, c'est que le dessin, je parle du dessin
à la main est un apprentissage fondamental de la sensibilité architecturale. Parce que je pense que je crois que c'est où j'en viens à la page 2, mais j'ai déjà oublié ma page 2. Oh là là, ça parle d'architecture. Je saute le paragraphe. Le dessin, je vais sauter le paragraphe, mais je ne vais pas sauter les Ménines. Alors, je suis désolé, les photos ne sont pas terribles. Et ici, c'est encore moins bien que chez moi. Hein? Peut-être éteindre la merci. Oui. Il y en a une là, et puis après, il faut attendre pour avoir les autres. Ah oui, mais moi, il faut que j'y vois clair parce que j'ai un problème avec mes yeux et j'ai imprimé trop petit. Le dessin, c'est déjà une architecture. Évidemment, pour dire ça, j'ai choisi les Ménines. Non seulement, vous le savez bien, parce que la peinture, en tout cas, dès la Renaissance, mais même les paléochrétiens mettaient leurs figures sous des dais. Hein. Non seulement parce que l'architecture est abondamment représentée, mais parce que le dessin ne se contente pas, évidemment, de représenter l'espace derrière le tableau, mais il construit aussi l'espace qui est devant le tableau. Ça, c'est une première et bonne raison. Une première bonne raison. Alors, parlant des Ménines, bien sûr, le jeu des regards, bien sûr aussi la dissymétrie qui nous incorpore, nous qui sommes spectateurs devant le tableau, qui nous incorpore dans le mouvement créé par le tableau. Et en troisième lieu, bien entendu, l'espace devant le tableau, c'est la lumière, dont la source est à côté de celui qui regarde, pas Velázquez qui nous regarde, mais nous qui nous regardons. Alors, pas seulement parce qu'il y a un espace devant le tableau, mais parce que le tableau, c'est aussi un objet, et que, en ce sens, il relève de la rationalité. Je pense supposer que l'architecture relève de la rationalité, mais c'est ce que je pense en effet, mais je n'ai pas expliqué. Excusez-moi, mon discours est mal ordonné. Donc ce que je souhaite dire aux étudiants qui ne sont pas là, et que je dis bien volontiers à tous ceux qui ont été étudiants, et que je dis à moi-même, c'est que le dessin, c'est de l'architecture, et que, évidemment, l'architecture, c'est du dessin. Alors, c'est le premier chiasme, autre concept clé de Merleau-Ponty. Je détaillerai un tout petit peu le chiasme. Vous savez, bonnet blanc et blanc bonnet. Vous êtes d'une génération qui a dû voir Jacques Duclos, candidat à la présidence de la République. Il disait, les sociodémocrates et la droite, je crois, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on disait quand on disait bonnet blanc. Probablement, on s'intéressait à la bonnetterie. Et quand on disait blanc bonnet, probablement, on s'intéressait à l'espace, à la lumière. Donc, je ne suis pas certain que dans l'idée du chiasme, il n'y ait qu'une équivalence. Il y a aussi un point de vue, une manière d'ordonner les choses, même si elles sont objectivement équivalentes. C'est une qualité de l'architecture, ça, très fondamentale. Donc, j'improvise ce que je pensais vous dire à la page 12 sur le chiasme, c'est raté mon truc. Et donc, mis à part quelques considérations encore sur le dessin lui-même, il y aura une projection qui est un peu comme un chiasme. Vous avez tous en tête, j'espère, le film d'Hitchcock, Vertigo. Ça, c'était pour emmerder les étudiants, mais vous n'êtes plus étudiants, donc vous avez vu Vertigo. Et donc, on va continuer un petit peu comme Vertigo, c'est-à-dire une première série de diapos où il n'y a que des dessins de dessinateurs, et une série de diapos où il n'y a que des dessins d'architectes. Et on les regardera ensemble, si vous voulez bien. Alors, le dessin, donc, c'est quoi?
On adore toujours dire que quand on dit comment, on dit quoi. Pas d'accord. Quand on parle d'architecture, il faut dire ce que c'est, pas simplement comment c'est fait. Je ne crois pas du tout à Guilherme et à la poétique. Je pense que c'est du pipeau. Voilà. Pour dire les choses de manière un peu provocatrice. Et c'est très à la mode aujourd'hui, hein, la poétique, les théories de la conception, etc. L'architecture, c'est le résultat d'une conception. Donc, les bâtiments, c'est des bâtiments. La lumière, c'est la lumière. La distance, c'est la distance. La grandeur, c'est la grandeur. Hein? Ça, c'est de l'ordre de la doctrine, mais c'est une conviction forte. Alors, le dessin, c'est quoi? On peut déjà essayer de dire un peu ce que ça n'est pas. C'est très didactique de faire comme ça. Premièrement, le dessin, ça n'est pas une image. Ça peut devenir une image, ça peut être utilisé comme une image, bien sûr. On peut faire des images avec beaucoup de choses, notamment avec des dessins. Mais ça n'est pas essentiellement une image. Un dessin existe tout à fait indépendamment d'une signification iconique, quelle qu'elle soit, ou en tout cas telle que le décrivent souvent ceux qui font de l'iconologie, pour parler comme Panofsky, que j'aime beaucoup, mais qui quand même a fait le choix de l'interprétation en la trouvant beaucoup plus fondamentale, porteuse de contenus fondamentaux qu'on n'observe pas au moyen de pour moi en architecture et la morphologie, ce qui pour lui serait l'iconographie. Donc effectivement, le dessin, pour moi, ne peut pas être réduit à une image. Je dirais que ça n'est pas non plus un modèle, au sens anglais, modèle, maquette, et comme on dit pour SketchUp, hein, un modèle numérique, une maquette. On peut voir dans l'idée de modèle, l'idée de maquette, tout simplement. Ça n'est pas un modèle. Je pense que ça peut être aussi, mais ça n'est pas essentiellement un montage et un assemblage d'objets, sous-entendu externes au dessin, et donc hétérogènes, donc pouvant relever de systèmes de construction différents. Et évidemment, alors quand je dis ça, quand même, je pense à Dada et je me dis que je suis vache avec Dada, mais j'aime beaucoup de gens de Dada. Je pense surtout à Dada de Hambourg, aux Allemands, à des gens comme Schwitters, qui ont fait des peintures à base de collages d'objets qu'ils trouvaient dans les poubelles de la ville et qu'il collait sur son tableau, qui était un très grand artiste. Schwitters, on peut dire ça, un grand artiste, et qui d'ailleurs a inventé une typographie tout à fait remarquable et gagné sa vie en faisant le typographe pour la ville de Hambourg. Il a fini très mal, le beau. J'arrive pas à me relire. Oui. Donc, si dans les écoles d'architecture, ça c'était vraiment pour les étudiants, on produit des images avec Photoshop, n'est-ce pas? Des modèles avec SketchUp, n'est-ce pas? Des assemblages d'objets avec Revit, n'est-ce pas? Et pire que tout, des assemblages de produits mis dans les entreprises, donnés gratos aux étudiants, qui donnent leur inscription, vous savez? Hein? On ne peut que constater que si on retire tout ça, évidemment, les étudiants ont tendance à dessiner peu, ou en tout cas de moins en moins, ou on va dire gentiment que c'est de plus en plus difficile pour eux. J'ajouterais à ça, le dessin n'est pas un rendu. Et là, je m'adresse évidemment à moi-même et à mes amis enseignants, puisque les enseignants, quand ils descendent de leur jury, ils disent « Et toi,
Tu as eu un beau rendu. C'est horrible quand on y pense. Vous vous rendez compte? Le temps qu'on demande aux étudiants à faire des conneries, à passer à faire des conneries, c'est quand même insensé. Que fait l'ordre des architectes? Il devrait décréter mort au rendu. Faites-vous élire sur ce mot d'ordre. À mon avis, ce serait très très bien, notamment pour les entreprises qui parfois ont du mal à lire les plans. Mort au rendu. Bon, je faisais ensuite un peu la morale aux étudiants, donc je vais m'en passer. Le dessin, ça n'est pas non plus de la géométrie, ou en tout cas, pas seulement, pas essentiellement. Hein? AutoCAD, on gratte avec AutoCAD ici, non? Les écoles refusent de privilégier AutoCAD, ils ont tort. Parce que c'est peut-être la seule chose acceptable, qui a ses qualités et qui a ses défauts, mais qui néanmoins, parmi ses défauts, réduisent le trait à une droite, l'espace à un système de coordonnées, la construction et l'ordonnance à un tracé, la grandeur à un système de mesure et de proportion, bref, l'espace sensible à la géométrie euclidienne. Bon, alors je ne vais pas vous faire un cours sur le rapport entre géométrie. Ouais, je vais en dire deux mots quand même, sur le rapport entre géométrie et espace sensible. Et en dernier lieu, et ce n'est pas le plus simple, le dessin n'est pas un langage. Il faudrait expliquer ça, mais je ne sais pas si ce soir, en 3 mots, je vais y parvenir. Pourquoi il faut parler, comme je tiens à le préciser, plus je lis, parce que j'essaie d'écrire mon cours, donc je lis. Et plus je lis, plus je découvre, je ne suis pas le seul à employer le mot figure, ou figuration, plutôt que signe et symbole. Hein? Alors, il y a des grands Français, Faucillon un peu ringard, je vous l'accorde, mais enfin quand même, il y a des beaux passages. Franck Castel, que tout le monde considère comme très fondamental, il était pourtant extrêmement agaçant. Hein? Mais j'ai même trouvé le mot d'art figuratif chez Panofsky. Même si, évidemment, puisque je vous ai dit que son truc, c'était l'interprétation, il n'en fait pas à sa tasse de thé, il n'en fait pas un concept central. Hein? Puisque ceux qui en font un concept central, c'est ceux qui s'intéressent à la forme. Hein? La figure, disons, en tant qu'unité inséparable, pour parler un peu comme Kant, inséparable, de la forme et du sens. Donc d'un sens qui n'est pas réductible à celui d'un signe ou d'un symbole. Ce qui n'est pas non plus la même chose, le signe et le symbole, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Donc, l'architecture serait comme le dessin, et donc ne serait pas un langage. Donc ni système de signes, ces éléments ne sont pas des éléments purement conventionnels. Je pense que c'est très important de penser que, sans discuter longuement, parce que je ne vais pas le faire maintenant, mais vous savez, il y a des gens qui en linguistique, s'interrogent sur la question de la référence. Donc il y a des gens qui pensent que la référence n'a aucun intérêt, il y a des gens qui pensent que la référence c'est tout à fait important. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, parce que moi je pense qu'il y a des systèmes formels qui ont besoin de la référence. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la captation d'une vue, par exemple, d'un paysage. Hein, je n'ai pas l'image de la maison de la maman de Le Corbusier, mais hein, qui met le concept de capture dans son jardin, hein, avec un mur sur le lac, vous l'avez tous en tête, hein, une table devant et la vue du lac, en gros plan, de très près. Bon, ça a besoin de la référence, ça a besoin du lac quand même. Et il y a des choses qui n'ont pas besoin de la référence, malgré les efforts des archéologues. Je pense quand même que le Parthénon n'a pas besoin de la référence. Il est de l'ordre d'une pure construction en elle-même, pour elle-même, qui est sa propre référence, son propre référent.
Bon, donc je pense que parfois il faut être un peu faux cul, comme je suis là, c'est-à-dire ne pas trancher certaines questions qui sont lourdes. Ça, c'est une question lourde. Donc l'architecture n'est pas un langage, n'est pas un système de signes conventionnel, a fortiori un système de signes arbitraire, non immotivé, et pire que tout, discrétisé, c'est-à-dire réduit à un rapport d'opposition le plus simple possible. Vous savez, les langages numériques sont des langages discrets, c'est-à-dire ce sont des langages dont les éléments sont discontinus et sont réduits à des rapports d'opposition, éventuellement binaires. Les ordinateurs fonctionnent avec un système binaire, de bits, de 0,1. Il y a des discrétisations plus compliquées, mais avec des algorithmes plus simples. Bon. Donc, ça sous-entend que dans le dessin et dans l'architecture, il y a deux questions fondamentales qui sont là aussi, pour moi, un petit peu compliquées. C'est la question de la continuité et la question de l'analogie. Je voulais écrire un chapitre sur la continuité et l'analogie. Je me suis arrêté parce que j'étais fatigué, c'était trop tard, etc. Parce que je me suis aperçu que j'étais en train d'écrire une sorte de plaidoyer pour l'intégration formelle et pour l'unité formelle. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas une position que je développe très de gaieté de cœur, si je devais en arriver là, suite au prochain numéro. Mais effectivement, sans trancher dans cette question de l'unité formelle ou de l'intégration formelle, donc de l'unité formelle, cette question de la continuité et de l'analogie est essentielle. Un drapé, du point de vue du dessin, la répétition de courbes, voilà, c'est une analogie. Peut-être le plus essentiel de tous, notamment pour ce qui concerne le dessin, qui est encore plus envahi par ça que l'architecture, quoique moi je suis d'une génération postmoderne, donc j'étais convaincu que l'architecture c'était un moyen de communication, et qu'il fallait avoir grosso modo, il fallait avoir des idées, il fallait avoir des intentions, il fallait les communiquer, il fallait les transmettre. Je pense plus ça du tout, mais plus du tout. Mais il m'a fallu 45 ans pour changer d'avis. Ça m'a beaucoup fatigué, cet effort. Ce que le dessin est, il n'y a que lui qui puisse l'être. C'est une évidence. Ses contenus sont indissociables de ses formes et n'ont aucune traduction. Aucune. Et vous pouvez dire ça à l'évidence de toute construction, de tout lieu, de tout espace, en tout cas s'il est sur la terre et sous le ciel. Alors le dessin, c'est de l'espace, c'est une hypothèse pour l'instant. Et plus exactement, ce que Henri Raymond, que j'aimais beaucoup, à qui je rends très volontiers hommage ce soir, j'espère que je le ferai rire un petit peu, plus exactement ce que Henri Raymond appelait un espace de représentation. Alors, l'espace de représentation, ça veut dire quoi ce jargon ? Ça désigne les outils que l'on se donne, je vais les lister à nouveau, pour décrire les figures et les relations, disons, de l'espace. Et alors, que disait Henri Raymond ? Il dit autrement, un peu autrement. Qu'est-ce qu'un espace de représentation ? C'est dans un livre que moi, je continue à trouver assez important, qui était sa thèse d'État, en sociologie, et qui s'appelle L'architecture, les aventures spatiales de la raison. Il y a peut-être un « ou ». Non, il n'y a pas de « ou ». Les aventures spatiales de la raison.
qu'est-ce donc qu'un espace de représentation, suivant les mots d'Henri Raymond? C'est tout à la fois un ensemble d'instruments, de pratiques, de symboles et même d'idées qui nous servent à représenter ou que suggère en nous la capacité de représenter. Alors, il n'en dit pas beaucoup plus. Et c'est assez frustrant parce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire représenter? J'ai toujours en tête une conférence, il y avait plus de monde que ce soir, de Bruno Kezan, qui crachait sur la représentation pendant toute la soirée. Voilà. Pour dire que c'était grotesque, que ça nous enfermait dans l'académisme le plus plat, que vraiment c'était nul. Alors, je suis embêté parce que j'aime beaucoup Kezan, mais il était vraiment con ce jour-là, à mon avis. Alors, qu'est-ce que la représentation, si ce n'est l'espace de représentation? La géométrie euclidienne des projections est une représentation. Pourtant, c'est construit, hein, c'est pas qu'on puisse dire. Et ça ne ressemble pas au lac Léman. Vous êtes d'accord? La nature, dans la géométrie euclidienne, hein, rien à foutre. Hein? Bon, on est bien d'accord. Le dessin est une chose et une représentation. Les modèles, les types, les schémas et les figures qui en sont caractéristiques sont des représentations. Les motifs, les articulations architecturales, plus globalement les objets d'art, sont des représentations, tout simplement parce que ce sont des produits de l'activité spirituelle des gens. On ne peut plus dire de l'homme aujourd'hui, parce qu'il faudrait dire de l'homme et de la femme. Ce serait un peu gonflant d'ailleurs, alors on va dire des gens. Voilà, si vous voulez bien. Je suis très embêté avec ça. Quand on lit un livre, on parle des hommes, hein, l'humanité. Et on ne sait pas bien comment faire aujourd'hui. La représentation, contrairement à ce que croyait Kezan, n'est pas une image, n'est pas un reflet. La représentation commence et recommence, elle répète la présentation d'un objet, elle le présente une deuxième fois, au moins une deuxième fois. La représentation n'est donc pas un art ni de la ressemblance ni de l'illusion, mais, comme je l'ai, je crois, déjà dit, une construction. La représentation répète, c'est-à-dire aussi, il y a une autre dimension dans la représentation. C'est Deleuze qui expliquait ça. Je suis désolé de citer des gens beaucoup plus savants que moi, mais la thèse, une autre thèse d'État, tiens, de Deleuze qui s'appelle Différence et répétition, au PUF, c'est un livre difficile, mais c'était un bon livre, et notamment, il oppose, d'une certaine manière, la répétition et la représentation par l'insistance propre à la question de la répétition. Et je pense que c'est... Bon, c'est un sujet, on va dire. Alors je continue un petit peu sur l'explication de la représentation en établissant les règles d'une construction. Le plan n'imite pas le bâtiment à construire. Il n'en signifie pas ou n'en exprime pas l'idée, il en initie et en expérimente des composants fondamentaux qu'il détermine et qu'il articule, je veux dire par articuler, découper. Comme quand je parle en bouffant mes mots, vous me dites articule. Eh bien, je dis le mot articulation dans ce sens-là. Les rangs sensibles, spécifiques, autonomes et cohérents, ces composants fondamentaux, c'est de ça dont je parlais. La géométrie n'imite ni ne reproduit les propriétés d'un espace préexistant comme substance empirique. Ça, l'évolution de la géométrie le démontre bien. L'espace en soi comme objet naturel, dont la représentation le reproduirait par une perception vraie, n'existe pas, tout simplement. Et parmi les représentations de l'espace, la géométrie euclidienne, et pour ce qui concerne les architectes, il faut le rappeler aux étudiants, et aux architectes aussi,
la géométrie des projections occupe une place éminente. Je dis, il faut le rappeler aux architectes parce que la jeune génération a beaucoup de mal à mettre une coupe en dessous d'un plan ou à dessiner en même temps un plan et une élévation. C'est-à-dire un simple rabattement, c'est compliqué. Donc, derrière ce problème, il y a évidemment la compréhension et l'incorporation d'un espace tridimensionnel continu, isotrope, qui est au cœur des questions de l'architecture, sans lequel il n'y a pas de question d'architecture. Et donc, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus, j'en suis toujours à la représentation, je pense. Elle est un ensemble d'idées, de savoir-faire, de savoir, de techniques, de modes, d'outils opératoires, intellectuels et matériels, qui permettent de construire ce qu'on appelle l'espace et les espaces constitués par un système de coordonnées, etc. Vous avez compris. Donc j'ai essayé là simplement de préciser et de détailler un petit peu ce que Henri Raymond disait très très rapidement. Alors, on voit quand même, c'est un très vilain tableau. Alors, c'est horrible, il y a des gens qui l'attribuent à Fra Angelico. Je crois, Jean-François, toi qui es fort, c'est l'Orana? On ne sait pas, je crois, on ne sait pas vraiment. Bon. Il est important parce qu'évidemment, s'il y a une cage à écureuils, vous savez bien, une grille perspective frontale, et qui installe quand même l'histoire de l'architecture, non seulement dans cette grille perspective qui met en rapport largeur, hauteur et profondeur en un seul et même dessin, mais il interroge une chose qui est quand même très fondamentale en architecture, qui est la notion de frontalité. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre que la grande force de Palladio, c'est d'avoir pensé la frontalité, c'est-à-dire la profondeur ramenée sur 60 cm d'épaisseur. Je pense d'ailleurs qu'on devrait, peut-être que je le ferai, faire une analyse comparée un peu à la Castex des villas, en interrogeant les rapports d'orientation entre les péristyles et les loggias. C'est-à-dire, parfois la loggia est comme un péristyle, parfois le péristyle est dans la situation d'une loggia, et il cafouille, manifestement il ne sait pas, il teste. Hein. Il teste, il explore, il regarde. Hein. Bon. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, parce que je parlais de la perspective. Donc on a longtemps voulu faire de la perspective la traduction objective d'une expérience visuelle subjective. C'est assez bizarre comme idée parce que vraiment, j'ai relu, il se trouve que j'ai relu pour ce soir, la perspective comme forme symbolique, qui est quand même, si on remet dans son époque, un merveilleux livre. Et Panofsky ne se pose absolument pas la question d'un début et d'une fin. Il démontre comment chez les Grecs, comment la civilisation paléochrétienne, comment la Renaissance, comment, j'ai envie de dire, le néoclassicisme, ensuite, sont différentes visions du monde. C'est un cassirérien, hein, donc l'idée que les contenus fondamentaux sont des visions du monde tiennent particulièrement à cœur, et bref, que ces visions sont toujours construites, qu'elles soient motivées ou pas. Elles sont construites. C'est-à-dire, elles sont propres à une rationalité qui est conceptuelle. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un chapitre, c'est pas grave. Un petit peu dommage. Donc,
Alors, ceux qui ne croient pas que c'est une construction, alors je voulais vous mettre un élément de mon cours avec toute la théorie des rabattements, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je vous mets ces petits dessins qui sont très intéressants. Alors, je ne montre pas le dessin de construction qu'on a su faire à partir de des arcs, ce qui ne veut pas dire que l'espace projectif était pensé dans sa continuité intrinsèque à partir de des arcs. Des arcs, c'est, je ne sais plus bien, c'est 1640, quelque chose comme ça. Mais seulement à partir de Monge, qui a ajouté à la géométrie des projections la géométrie analytique. Et donc qui a pu penser très complètement que les propriétés des figures étaient les propriétés d'une chose qu'on pouvait appeler l'espace, dont les règles permettaient la transformation régulière de ces figures. Les règles régulières, pas très bien montrées. Mais voilà. Alors, l'espace et la perspective. Alors, un certain nombre de sujets. Évidemment, je crois que je dois avoir avant quelque chose. Là, non, ça on s'en fout. Là, qui on le devine, c'est pas un très bon dessin pour ça. C'est l'unité de l'œil et de l'objet. Alors, cette question a été énormément commentée. Donc, avec les étudiants, je pouvais leur dire des trucs. À vous, je peux pas. Une nouvelle scène du sujet dans le monde, dans l'histoire. Où est-ce que j'en parle? Parce que j'en parlais mieux que ça. Bon, j'y reviendrai. Donc cette unité du sujet et de l'objet, finalement, réalisée dans cette double pyramide visuelle, qui est une représentation, donc une construction, d'un infini en natte. Le deuxième sujet, c'est de la perspective, c'est très certainement la question de la profondeur, et qui n'intéresse pas que les architectes et pas que les dessinateurs, ça intéresse par exemple les photographes, les cinéastes, qui en ont une conception particulière. Les cinéastes photographes s'intéressent surtout à la profondeur de champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'espace profond du champ qui soit net, hein. C'était la question d'Orson Welles. Donc la profondeur de champ vue par Orson Welles, c'est omnisciente, on peut tout mettre. Alors la profondeur, j'avoue que je suis resté rêveur en lisant donc Merleau-Ponty qui explique que si la largeur et la hauteur sont des valeurs du sensible, puisque c'est parfaitement visible, hein. Quand je parle du sensible et du visible, je ne parle pas du senti et du perçu, hein, ou du vu. Je parle des objets. Je parle des objets sensibles. Je ne parle pas des objets sentis. Hein, je m'en fous de la perception. Vous percevez ce que vous voulez, grosso modo. Ça m'intéresse assez peu. Hein, bon. Par contre, ce qui est perceptible, et ce qui est notamment visible, ça m'intéresse. Par exemple, la largeur et la hauteur. Et Merleau constate que les objets étant dans l'ordre de la profondeur en enfilant les uns derrière les autres, eh bien, en réalité, on ne les voit pas. Il n'avait pas compris que dans la perspective, notamment frontale, on la voit en largeur, la profondeur. Ça, c'est un truc génial de l'architecture. C'est un truc complètement génial de l'architecture. Vous connaissez tous, et si vous l'avez oublié, je vous la rappelle, parce que c'est très utile pour faire des croquis. La notion du point de distance, qui est grosso modo, en perspective frontale, à un seul point de fuite, donc, les
le point de fuite de ce qui est à 45 degrés, c'est-à-dire la diagonale du carré qui est appliquée au plan du tableau, correspond, la position du point de fuite correspond à la profondeur, c'est-à-dire à la distance entre l'œil et le tableau. Donc vous avez ce petit dessin ici qui construit à la fois en plan, j'applique le plan du tableau à mon cube théorique, hein, pour être simple, il faut y voir aucune explication, et donc sur ce tableau j'ai évidemment mon horizon qu'on trouve ici, et donc voilà, j'ai mon point, ce qu'on appelle le point de distance, donc ça c'est égal à ça, hein, dans un triangle qui est un demi-carré, dans un triangle rectangle isocèle, eh bien, évidemment, les deux côtés sont égaux. Voilà. Et donc, la profondeur et la largeur. Et donc, Merleau n'avait pas vu ça. Il avait tort, parce que c'est notamment, à mon avis, un vrai sujet pour un architecte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pensais pas mal de penser à ça quand on dessine une façade frontale. Et que évidemment, le sens de la frontalité d'une façade, c'est cette visibilité de sa profondeur. Troisième notion que Panofsky considère comme un peu paradoxale, c'est la notion de distance. Parce que, effectivement, la perspective très certainement relie et unifie le sujet et l'objet, mais aussi permet d'en mesurer la distance. C'est-à-dire, mais, c'est là où est le paradoxe, elle abolit cette distance en faisant pénétrer, ça c'est l'expression de Panofsky, jusque dans l'œil humain, le monde des choses, hein, et en même temps, elle établit cette distance en étant capable de la mesurer dans le dessin. Donc, le visible, me semble-t-il, cette question du visible, de ce qu'on peut voir, des objets qui sont tels qu'on puisse les voir, anime ce paradoxe d'abolition ou d'établissement, ou d'insistance sur la distance des choses. Donc, le dessin, la perspective nous a notamment appris qu'on pouvait maîtriser architecturalement cette question de la profondeur. Voilà. C'est pas du tout ce que j'ai écrit, mais je le dis comme ça. Alors, pour finir, le dessin de l'espace, c'est plus exactement le dessin de l'espace sensible dont je parle, parce que j'ai dit que ce n'est pas la géométrie, ou pas seulement la géométrie. Et j'ai insisté sur continuité et analogie, je ne vais pas compléter parce que ils ne sont pas assez solides. J'insisterai simplement pour dire que quand je dis espace sensible, j'entends la masse et l'espace, le plein et le vide. Voilà, donc l'espace sensible, c'est sous l'aspect, on va dire, primordial, où il est à la fois plein et vide, masse et espace. Ça veut dire tout à côté, donc matière et corps, et ça veut dire que le corps et l'espace font système. Quoi encore? Sans aucun doute, puisque j'ai parlé du corps, et j'ai dit que c'est un système, la question de l'espace sensible est celle de l'espace orienté. Ça n'est pas exactement la question du dessin, pour des tas de raisons. Mais c'est la question de l'architecture. Je l'ai dit, c'est l'espace profond. Je dirais ensuite, puisque j'ai parlé de masse et d'espace, c'est aussi, puisque c'est la question du plein et du vide, et vous entendez la réversibilité, je ne vais pas parler du chiasme, mais tant pis, mais vous entendez que
Le plein peut être vide, le vide peut être plein. Vous êtes tous des Kaniens dans votre génération. Un grand homme. Sans aucun doute. Donc je conseille la lecture extrêmement attentive en anglais. Pas mal traduite. Il y a certains de mes bons amis qui ont cru devoir traduire design, employé par Kahn, form and design, par projet. Vous vous rendez compte? S'il y a quelqu'un qui ne considérait pas très important l'intentionnalité du projet, c'était quand même lui, Kahn. Et donc le traduire ainsi, c'est un crime. Je ne veux pas vous dire qu'il l'a fait parce que vous le connaissez. Vous pouvez le deviner facilement. Donc, quatrième ou cinquième catégorie, le pocher. Le pocher. Et on y reviendra en... D'ailleurs, j'ai été très surpris. En ce moment, j'écris sur le schéma. Et donc, je fais l'histoire des schémas, hein, Philippe, notamment, parfait contributeur, il y en a d'autres. Et je me suis intéressé à Coulas. Je me suis intéressé à Coulas. Et Coulas, alors, il y a toute une histoire coulassienne que je ne vais pas faire aujourd'hui sur le diagramme et le schéma. Bon. Il a commencé par faire des diagrammes et puis il a compris que ces diagrammes fonctionnels à la noix, c'était un peu couillon et qu'on pouvait faire autrement. Et à un moment, il dit une chose très intéressante, parce qu'il est le premier à le dire. Et à un moment, j'ai compris que le pocher, dans la question de la schématisation, c'était essentiel. Il n'est pas si con, ce gars-là. Et je pense que quand il a dit ça, il a été très fut. Très, très sincèrement. Le pocher, et on va le voir dans les dessins, c'est la question de l'épaisseur, évidemment, c'est la question de l'espace comme espacement, qui sont des questions assez fondamentales, parce que c'est, même si bien sûr l'espace est une construction quand même de l'esprit, les architectes, en tout cas certains d'entre eux, ont passé leur temps à essayer de lui donner une forme sensible, matérielle. Je pense à Maison d'Hérault, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Il y a la question, donc, dans l'espace sensible de la taille, de la grandeur. Je voulais vous parler de Michel-Ange, mais j'étais très ambitieux, parce que... mais je vais le dire quand même. Je pense que Michel-Ange un curieux architecte, parce qu'il avait un petit côté un petit peu dada, hein, il aimait bien le montage, l'assemblage. Hein. Je vous invite à regarder de près la Porta Pia, c'est un drôle de truc. Mais c'était surtout aussi par son jeu sur les éléments architecturaux canoniques. Il était quand même un dessinateur et un incroyable sculpteur. Un incroyable sculpteur. Un incroyable sculpteur. Et donc l'architecture, il faisait ce que le pape lui demandait, quand même, un petit peu. Et donc, grosso modo, il constituait ça comme des objets trouvés, comme archéologiques, qu'il assemblait. Mais en jouant sur quelque chose de très particulier, qui était cette question de la grandeur. Alors, pour faire comprendre, je n'ai pas de photos, et mes souvenirs du Capitole sont pas assez précis. Enfin, je pense à certaines volutes. Donc, je vais vous évoquer simplement le David. Le David est extraordinaire, évidemment. D'abord parce qu'il a une toute petite verge, et ensuite parce qu'il a de très grosses mains. Je suis désolé, ce n'est pas un hasard. Et je pense que Michel-Ange est un architecte de la grandeur des choses. Et que, bon, ça c'est une incise en passant, et que dimensionner, c'est la chose importante et la plus difficile de l'architecture. Alors, à mon avis, pour les architectes, c'est comme la tonalité chez les musiciens. Non. Voilà. Alors,
Eh bien, je vais passer à mon chiasme, avec un premier volet qui est le dessin comme de l'architecture, avant un deuxième volet qui est... et puis, n'hésitez pas, surtout que je ne me sens pas très dynamique, donc je me sens un peu casse-pied. N'hésitez pas à intervenir à cette occasion, puisque grosso modo, on va partager le même matériel. Pourquoi ça commence là? C'est pas normal, ça. Merde. Ah merde, j'ai perdu une image. Alors c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant, il n'y est pas. C'est embêtant parce que la première image, vous devez tous connaître. C'était un tableau de... Comment se fait-il? Merde. Attendez, excusez-moi. Je vais me retrouver, mais... Ah, quel con. Bon. Vous oubliez le Vermeer, qui était là pour parler... je ne sais plus quoi. Et il y avait, avant le Ellsworth Kelly, un Fontana. Un très beau Fontana, très connu. Vous savez, Fontana, c'était un Italien spatialiste qui prenait une lame de rasoir et qui faisait une fente de l'écran. La tension de la toile ouvrait cette déchirure et donnait une épaisseur et une profondeur à ce qui était un trait. Et donc mon premier dessin, c'était sur le trait. Et donc il y avait le Fontana. Un blanc sur blanc et un coup de rasoir. Et donc un trait, qui évidemment n'est pas une droite, puisque comme par la déchirure, par la tension de la toile, c'est une sorte comme un ballon de rugby, ça se termine en pointe, vous voyez, hein. C'est à la fois un objet fini et pas clairement fini, difficile à mesurer parce que ça se termine vraiment très en point, épais et en même temps vide, division de la toile et en même temps écartement, etc. Donc, voilà. Donc je passais ensuite à la photo qui interroge la question du contour. Alors c'est très embêtant les PowerPoint quand on monte des peintures, notamment des dessins sur fond blanc, parce qu'ils ne sont plus au format. Donc et c'est très embêtant parce qu'évidemment un dessin n'est pas le même dans une grande feuille et dans une petite feuille. Hein, sa taille, c'est pas parce qu'on s'intéresse à la grandeur qu'on ne s'intéresse pas à la proportion. Hein, bon. C'est deux choses différentes, mais les deux choses sont intéressantes. Et évidemment, là, on est très gêné parce qu'en réalité, dans le dessin original, vous devinez un petit peu, il y a un léger gris. J'aurais peut-être dû le mettre dans du noir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut faire. Vous voyez que ces trois feuilles remplissent, saturent le dessin. Cette photo, ce que ça intéresse, est extraite d'un très beau livre qui sont la reproduction, c'est une exposition avec les dessins d'Henri Matisse et ceux d'Ellsworth Kelly. Ellsworth Kelly est toujours de ce monde, je pense. Je n'en suis pas sûr. Je pense. Oui. Il doit être né dans les années 50. J'aurais dû mettre ces dates. Donc, le contour qui, à la fois, enveloppe et développe. C'est la propriété du contour. C'est d'être a priori. Parce qu'on pense au corps humain. On peut creuser le ventre, on peut ouvrir la bouche. On peut... Henri Gaudin vous aurait fait une merveilleuse conférence sur le contour. Avec un seul mot, il fait une conférence. Il faisait une conférence. En disant l'invagination, etc. C'est important. L'idée qu'effectivement, un contour entoure et détourne. Et qu'on peut toujours le regarder d'une manière, finalement, ou d'une autre. Regardez, évidemment,
qu'on a dit être le plein, le vide, mais regardez la concavité comme la convexité. Le contour, quand il n'y a que le contour, c'est aussi évidemment l'égalité du blanc, hein, la surface blanche, qui fait notamment que le noir devient à la fois, par opposition, division et jointure. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore là-dessus, sur Kelly? Oui, alors, je ne sais pas, on peut la regarder ensemble. J'ai écrit ces petits trucs. Le contour des feuilles donne à penser leur structure, leur nervure. C'est assez étonnant, parce qu'il n'y a rien. Mais quand on regarde la feuille, effectivement, elle est courbée. Bon. Le contour et le blanc laissent la part égale du plein et du vide. Ça, je l'ai déjà dit. On peut s'exercer à voir le plein pour le vide. Ça, c'est un très bon exercice en regardant un Kelly. Bon, allez, ça suffit. C'est d'autant plus important que si on commence à inverser le rapport du plein et du vide et à considérer les intervalles des corps comme des espacements, évidemment, la matérialité attribuée au corps est transférée à la spatialité. Si c'est l'espace qui fait figure et le corps qui fait le fond, beaucoup de choses changent. Vous vous doutez que dans les dessins qu'on montrera tout à l'heure, il y a ce César, évidemment. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui s'est servi de ça jusqu'à en abuser, c'est du contour, c'est lui. Ouais. Bon. Alors, le trait, le contour. L'épaisseur. Quand le trait commence à devenir autre chose que une ligne continue, qu'elle soit ondulée, courbe ou que sais-je, quand par l'épaisseur, il devient le trait, je parle, il devient corps, il devient intervalle. Ça, c'est encore Ellsworth-Kelly. Et que, d'une certaine manière, même si ce n'est pas la proportion du papier, le blanc et le noir deviennent égaux. Aurélie Nemours abuse de cette question de l'épaisseur du trait. Le trait de gauche, le trait blanc à gauche est quand même très très large, très épais. Mais c'est ça qu'elle interroge, bien entendu. L'épaisseur, j'avais pas de dessin naturaliste. Et j'étais embêté parce que j'aime bien. Nous sommes une génération où on sait bien que l'abstraction est très concrète et on sait bien que le naturalisme est très abstrait. Donc, grosso modo, on peut passer, je dirais, d'une discipline à une autre sans problème. Ça, c'est un détail d'un dessin de Rembrandt. Et je l'ai pris évidemment pour la question de l'épaisseur. Hein, quand le trait devient le corps, c'est-à-dire, ça interroge évidemment beaucoup de choses, notamment chez Rembrandt, évidemment le clair et l'obscur. Je ne parle pas de la lumière dans le dessin, parce que dès que je parle de la lumière, je suppose une représentation. Donc dans le dessin, je parle de la lumière en architecture, mais en dessin, je parlerai plus volontiers du clair et de l'obscur. Et donc il faudrait analyser ce dessin à partir de ça. Alors j'étais content de trouver ça. Je ne sais pas si c'est exprès, mais on peut.
je ne sais pas ce qu'est cette étude en réalité au British Museum. Je ne l'ai pas vue. C'est une photographie d'un document qui... Et donc, c'est une étude au crayon. Mais évidemment, je ne sais pas si les Noirs sont ce qu'ils sont là ou pas. Ils doivent être quand même très très accentués. Hein. Bon. Et donc, on a là ce jeu plastique sur la réversion de l'espace et du corps. Le tracé, c'est un des tableaux que je préfère. C'est un aveu. Ah, retourner à l'Académia et le revoir, ce serait bien. Il est pas un petit peu bizarrement placé parce qu'il a toujours été là où il est. Il est un petit peu trop haut. Mais c'est quand même un dessin incroyable par la tension qu'il y a du point de vue du tracé et de la perspective entre les deux carrés. Celui de la perspective centrale, frontale, qui est le carré évidemment de gauche, et celui qui en est comme l'œil perspective extrait, qui est la Vierge, qui dégage à droite, si je puis dire vulgairement, si je puis m'exprimer aussi vulgairement, et emporte avec elle tout ce qui est de l'ordre de la personne, du sujet, du carré de gauche. Alors, Titien, je me suis trompé dans ces dates. Mes dates sont idiotes, excusez-moi, il y a une faute d'impression. Parce que Titien, plus tard. Donc, voilà, je pense que c'est un très très grand dessin sur la question de la dissymétrie et de la frontalité. Donc, le tracé. Le dessin, c'est quoi? Le tracé. La texture. Ça passe un petit peu de commentaires. On comprend bien Seurat quand il répète, insiste, le geste, fonce, accentue, adoucit, module, effectivement, le clair et l'obscur, comment cette question du contour, évidemment, disparaît, n'a plus aucun sens. Et le dessin change de nature objective par le fait qu'il est, comme chez Rembrandt, une texture. C'est un merveilleux dessin, ce dessin. Vous êtes d'accord, hein? Il est beau. Il est très très beau. Très émouvant. C'est un autoportrait, comme il y en a tant. Il faudrait... Voilà. Ce serait beaucoup mieux. Si on montre les autoportraits de Rembrandt en ne disant rien, ce serait beaucoup mieux. Voilà. La texture. Alors, c'est un peintre naturaliste exceptionnel. Piotr Mondrian. Vous savez que Mondrian, tous les matins, dessinait une fleur. Et en fait, il gagnait sa vie avec ça. Parce qu'avec sa peinture abstraite, il était fauché, le pauvre. Alors, ça me fait beaucoup rire. Et j'aime bien quand même le dessin naturaliste avec le titre qui doit être de lui, parce qu'il n'y a pas moins naturaliste que ce titre-là. Vue partielle de 2 bâtiments de ferme cachés, pas cache, hein, cachés par des arbres. Ouais, c'est assez drôle. Bon. Et donc, c'est très intéressant parce que je pense que du point de vue de cette question qui est celle qu'on va voir ensuite, qui est celle de l'espace ouvert, c'est-à-dire de l'espace comme intervalle entre des corps, on voit que là, il a une manière d'emmêler les choses de l'ordre d'une texture qui est très ressemblante de ses premiers tableaux néoplastiques. C'est essayer de garder en tête cette image. Vous allez voir un tableau abstrait, parce que vous savez que Mondrian a peint énormément d'arbres, de pommiers en l'occurrence, des centaines. Et donc sa peinture abstraite est venue
d'un travail cubiste, disons, sur ce dessin des arbres. Et voilà. Rembrandt encore, toujours dans cette question de la texture, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui aiment beaucoup Rembrandt, alors je suis content de leur faire plaisir. C'est des beaux dessins. Alors, c'est des beaux dessins, c'est très curieux, parce que dans le dessin de gauche, évidemment, le corps rayonne, et dans le dessin de droite, il est presque dissous et fondu à la source lumineuse. Donc, voilà. Les titres donnés au tableau de Rembrandt sont du même ordre que ceux de Mondrian. Femme à moitié nue, assise près d'un poêle. Hein, ça mérite d'être lu. Femme au bain, un chapeau à ses côtés. Hein, c'est quand même très intéressant. Voilà. Alors, après le clair et l'obscur, chez Rembrandt, dans cette question du cocher, qui est évidemment celle de l'épaisseur, et qui installe la question des corps dans ce chiasme et cette dualité, cette équivalence du plein et du vide. Pourtant, je ne suis pas du tout un architecte moderne, donc je ne vois pas pourquoi l'espace ouvert ce serait mieux que l'espace fermé. J'avoue que j'ai jamais compris. Bon, ben enfin, c'est pas grave. La question, c'est quand même celle de l'espace ouvert, et donc celle du vide comme espacement de corps, structuré par ces corps. C'est quand même ça le sujet, avec Aurélie Nemours qui s'amuse à l'évidence sur les questions de l'extérieur et de l'intérieur, en plaçant dans un cas ces carrés dans le carré blanc, sauf un grand, et dans l'autre cas collés au bord, et donc venant de l'extérieur du tableau. Vous savez, tous, que les Mondrian qui sont barrés de traits noirs, ces traits s'arrêtent avant la limite du tableau. Ce sont des choses qu'on ne voit pas dans beaucoup de reproductions. C'est très dommage parce que c'est très important. Voilà. Donc, vous dites rien. Hein. Donc, alors, je suis, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais je suis assez fier d'un cours d'architecture que j'ai fait sur néoplasticisme, en ne montrant que les tableaux. Parce qu'en voyant l'évolution du travail de Van Doesburg, qui était un garçon détestable, quand il disait qu'une maison doit être ni à l'envers ni à l'endroit, heureusement, il habitait une maison beaucoup mieux faite que ça. Sa maison, la petite maison à Meudon, est très jolie. Et donc, l'histoire de l'évolution plastique du travail de Mondrian est extrêmement intéressante parce que il passe, notamment par cet intermédiaire qui n'est plus un tableau cubiste évidemment, mais qui ressemble encore. Vous voyez qu'il y a une forme ovale et que d'une certaine manière, il outrepasse ainsi les limites de la toile, les limites du support, et donc il propose un champ spatial, si je puis dire, ouvert, fondé sur la couleur, centrifuge mais non focalisé, véritablement. Très difficile il faut être un peu vicieux pour dire le centre est là. Voilà. Et donc, ça me semble très important parce que peu à peu, évidemment, il va faire évoluer ce travail où le blanc est en quelque sorte encore un support. Le blanc est encore
quand on était étudiant, on disait différentiel, pour désigner l'espacement qui résulte de la position des corps. Mais on commence à s'approcher d'un espace ouvert qui est lié à l'équilibre, en quelque sorte, des corps et des vides. Alors Nicolas de Staël est là parce que quand j'ai un problème de couleur, je reviens toujours vers lui. Quand j'ai un bâtiment à embrouiller par les couleurs que je lui colle, c'est mon de Staël que je sens, je le reconnais. Il n'y a pas tout à fait que de Staël, il y a Matisse aussi. Bon. De Staël, ça dit qu'à un moment, la matière, c'est la couleur c'est la matière. C'est important. La couleur qui est, si on y pense, si sensible et en même temps toujours si différente, si continue et si sensible à la plus petite variation. La couleur qui d'une certaine manière, dissout la forme et la matière. C'est-à-dire, on ne sait la même chose. Alors, évidemment, à l'écran, on voit quelque chose. Bon. Vous savez que Rothko a fait toute une série de murales pour un restaurant dans le dernier étage du Sigram. Et c'est pas hasard que je termine par Rothko, puisqu'on va commencer l'architecture par Mies. Je pense que Rothko est une chose extrêmement importante pour les gens qui s'intéressent à éviter, en quelque sorte, un simple rapport d'opposition entre masse et espace. Voilà. Et que Rothko est allé très loin dans ce sens. Je n'ai pas vu en vrai, malheureusement. Ils sont maintenant, je crois, au MoMA. Voilà. Donc on retourne la feuille et on passe à Mies. Pour moi, Mies, c'est deux choses auxquelles je tiens beaucoup. C'est effectivement la réversion de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur comme intérieur, comme l'altérité. Donc, je parle de manière compliquée, c'est bête, mais c'est l'altérité, l'objet comme matérialité, donc comme bon. Enfin bref. Donc l'intérieur comme l'extérieur, on va le voir très clairement, je pense. Et c'est aussi, et ça va avec, la volonté quasiment obsessionnelle de donner une sorte de présence matérielle à la spatialité. Ça agaçait beaucoup Kahn, qui disait vraiment, Mies avec sa spatialité, il n'y a pas un seul espace. Moi je fais des espaces, je ne fais pas de l'espace, je fais des espaces. Cette polémique entre deux architectes qui dessinaient au fusain ou au gros crayon, Kahn ne fumait pas le cigare. Et quand même, un conflit théorique de l'architecture que je crois absolument, absolument fondamental. Voilà. Alors, je voulais me moquer un petit peu de Mies et de son départ bien tardif aux États-Unis. Vous savez qu'il est parti, je crois, en 1938. Claire a pris le pouvoir en 1933 quand même, si ma mémoire est bonne. Et comment, d'une certaine manière, le luxueux artisan de la Ruhr devient l'homme au cigare de Chicago. Vraiment, c'est bon. Donc c'est un peu une taquinerie par rapport à quelqu'un que je considère comme certainement l'architecte moderne, certainement peut-être le plus important. Ce que je fais personnellement n'a rien à voir avec ce que fait Mies, ceci dit, en passant. Et donc, ce dessin
Et la question de ce goutte énorme fusain, vous voyez ce qu'il est en train de dessiner? Une brindille. Hein, il dessine une brindille avec un énorme fusain. Ça veut dire quand même beaucoup de choses sur le dessin. Là, c'est pareil. Vous voyez l'ombre noire de la ville qu'on peut supposer chaotique, parce que très certainement le gratte-ciel réfléchit une ville qui n'est pas une ville ordonnée, mais une ville chaotique. Ce dessin, 1921, Mies était encore directeur de, si je ne m'abuse, du groupe d'artistes November Gruppe. November Gruppe, c'est le groupe de novembre. Et je vous rappelle que la révolution de novembre, c'est la révolution allemande, qui s'est très mal finie pour les spartakistes, qui a succédé quasiment immédiatement à la révolution bolchevique. Donc il faut savoir que Mies était membre, non seulement membre, mais membre dirigeant, organisateur de November Gruppe, d'une part, et que, d'autre part, November Gruppe était affilié au groupe expressionniste, à l'expressionnisme allemand. Il y a une filiation directe entre Mies et l'expressionnisme. Je dis ça parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre Mies sans se rappeler ça. Même si, évidemment, il est devenu très très loin de la nouvelle objectivité, etc. etc. Et ce dessin le montre. Ce dessin le montre avec et le pense avec la représentation où sont mes notes, d'un bâtiment. On peut dire que le dessin expérimente véritablement un art de bâtir, une tectonique, et une tectonique où peu à peu ce qui va être construit, c'est effectivement essentiellement l'espace, et essentiellement dans cet espace le rapport à l'espace extérieur. Pour l'instant, c'est la question du reflet qui gouverne et qui rayonne à partir d'un corps pourtant extrêmement compact. Vous avez le plan qui est là. Beaucoup de choses sont importantes dans ce plan. Je ne vais pas commenter ce plan. Enfin, le plan est prismatique, grosso modo. Et s'il est prismatique, ça veut dire que les surfaces sont en rapport de tension accentuée par rapport à leur volume. C'est-à-dire quand vous prenez un triangle ou un prisme triangulaire et que vous regardez une des surfaces, le champ visuel où vous ne voyez que cette surface est plus important que si c'est un objet plus compact comme un cube. Bon, voilà. Et c'est extrêmement important parce que la perspective, évidemment, le dessin met en rapport cette tension spatiale avec cette question du reflet qui est tout à la fois réflexion et dématérialisation du solide. Bon, alors, les dessins pour les meubles du bureau en béton est anecdotique là dans ce que je voulais vous dire, si ce n'est qu'ils reproduisent tous les projets de la période G qui sont très importants, la maison de campagne en briques, la maison de campagne en béton, les meubles de bureau en béton, le gratte-ciel en verre, etc. Tous ces projets G qui interrogent l'espace du point de vue de la matérialité avant de conférer à l'espace les attributs d'une matérialité. Alors, anecdotiquement, pour l'immeuble des bureaux en béton, ceux qui ne connaissent pas, vous savez que les allèges font environ 2,50 m de haut. Hein, et que l'espace est donc complètement fermé, et que l'espace interne est un enclos totalement fermé et totalement sans vue. Au dehors, vous en pensez ce que vous voulez. Je rappelle que le Crown Hall est comme ça. Vous avez des verres blancs jusqu'à je ne sais plus quelle hauteur, quoi, grosso modo la mi-hauteur de la halle. Et les étudiants grattent, et ils sont 350 environ, grattent dans cette nef qui est un intérieur totalement traité comme un extérieur, c'est-à-dire totalement abstrait de l'extérieur, donc un intérieur comme un extérieur. Voilà. Alors, ce dessin va presque
s'estomper peu à peu, parce que je ne les ai pas montrés, parce qu'ils sont quasiment pas montrables à l'écran. Il y a les dessins de la maison Guericke, qui est une maison de grosso modo 37 ou 38, qui n'a pas été construite, ou cette très belle maison, la maison Hube, qui est un projet magnifique, qui n'a pas été construite non plus, où le dessin, qui répète les mêmes figures de manière un peu obsessionnelle, qui sont toutes des figures qu'on peut décrire très concrètement comme des choses qui inversent ou retournent l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, l'intérieur du séjour, qui est ici, enclos par le vitrage, se retrouve être l'intérieur de l'espace de la cour de la maison. Bon. Et qu'on retrouve le plafond convexe comme quelque chose qui détourne en quelque sorte l'extérieur. Bon. Enfin bref. Donc un dessin qui peu à peu s'abstrait de lui-même pour quasiment disparaître, comme s'il était quasiment avalé par la question de la spatialité. Alors il y a cette chose que je mets parmi ces dessins qui m'amuse beaucoup, c'est cette photo qu'a prise, qui est reproduite abondamment, qui a été produite par Miss, je pense, je n'en suis pas absolument certain, qui est une photo du pavillon de Barcelone. Si vous regardez bien, c'est 2 photos sur imprimées. C'est une des photos les plus publiées de l'histoire de l'architecture. Et cette photo est un montage qui est donc une double exposition, deux photos sur la même. C'est-à-dire c'est dire à quel point cette question du reflet, cette question de la matérialité inversée, si je puis dire, était pour lui importante et essentielle. Alors, dernier dessin, parce que c'est un dessin en quelque sorte, c'est un collage, certes, mais enfin quand même. Il n'y a presque plus rien, sauf que c'est pour la Maison Resort, qui est le premier projet américain qu'il a fait, donc en 38, 39, et donc la montagne. Il faut savoir que sous la maison passe un torrent. Bon. Voilà, c'est-à-dire que la maison n'est plus qu'un extérieur donné en gros plan, en très gros plan, absolument identique au mur d'onyx, qu'on peut interpréter comme le gros plan d'un paysage, au même titre que celui-ci. Hein, je ne sais pas si vous avez vu Tugendhat, parce que le mur d'onyx de Tugendhat est absolument sublime, magnifique, c'est une très très belle maison. Enfin voilà. Alors, sur le reflet, ça c'est une photo au Canada, je pense, je ne sais plus où est-ce qu'il est, ce bâtiment, mais je pense qu'il est au Canada, où là, Nice, quelque part, est trahi par son succès, c'est-à-dire le reflet, ça n'est plus que les ombres de ses alter ego. Et évidemment, ça n'a pas du tout la même signification que l'altérité fondamentale du gratte-ciel de verre dans le Berlin des années 20, de la fin des années 20. Ça n'a rien à voir. Alors, pour finir, sur Miss, je ne cherche pas à vous montrer Farnsworth, je cherche à vous montrer simplement cette question de l'extérieur comme intérieur, cette réversion du temps et dehors, et cette chose assez fascinante du cadrage, si je puis dire, fait par le toit, le cadrage inversé, puisque le cadre, au lieu d'être creusé, d'être concave, il est plein, quoi. Il y a le plafond, et le contour de la vue est une ligne convexe, et le périmètre du plafond. Ça m'agace toujours qu'on parle de la structure chez Mies, on fait de Mies une espèce de rationaliste, on se croirait chez Viollet-le-Duc, je veux dire, bon,
Ça m'a toujours un peu choqué parce que, je veux dire, c'est un espace sans structure, au sens de la structure des résistances des matériaux. Je veux dire, la charpente, les i qui sont porteurs sont collés à l'extérieur de trucs. Donc, il arrive, je suis désolé, à faire un dessin, il s'est quand même donné du mal pour que la vitre soit une ligne parfaitement continue, 4 côtés. Et donc, voilà. Alors, je trouve ces arbres pas très passionnants, mais je trouve la végétation américaine pas très passionnante en général, parce que je la trouve très homogène. Mais bon, voilà. Alors, deuxième dessin, c'est un petit peu ridicule, parce que c'était vraiment pour les étudiants, je vais accélérer. C'est chez Kahn. Moi, j'aime beaucoup ces dessins. C'est quand même très surprenant. Kahn a fait ça quand il était jeune. Et donc, sa pensée sur l'espace, c'est très certainement relativement tardive. Il a été long à la détente, si je puis dire. Il a commencé à faire ses très grands projets, il avait plus de 55 ans quand même. Et la maison Adler, vous allez voir, le début, il a déjà 55 ans. Et donc une carrière brève, extraordinairement productive, mais quand même très brève. Il est mort à 72 ou 73 ans. Et donc, ça commence par des corps. Même si ces corps sont bien rangés dans le quadrillage de la feuille de papier, qui en est le support. Donc oui, c'est ça. Je trouve celui-là absolument magnifique. Celui-là est plus pédagogique. Et celui-là qui n'est pas vraiment fini, mais qui est pas mal quand même. Parce que on se dit qu'il veut aller plus loin, quoi. Et donc, alors, Kahn dessinait lui-même énormément d'élévations, de plans, de coupes, de séparations, ce qu'il faisait au crayon ou, dans certains cas, au fusain. Et son dessin est souvent un dessin qui estompe, évidemment, pourquoi ces matériaux, le crayon très gros et le fusain, parce que ça, le contour n'est plus possible. Donc la matière, la texture, comme on l'a vu, vient suppléer au contour. Et cette question du corps et de la spatialité que montraient les pastels, évidemment, intervient dans ces dessins en noir et blanc qui sont parfois extrêmement minutieux. Dont ce très très beau dessin, je trouve. Moi, d'un bâtiment, j'ai des amis qui trouvent ce bâtiment pas bien du tout. C'est vrai qu'il n'est pas très commode du point de vue des bureaux, il faut reconnaître. Mais moi, c'est un bâtiment que j'aime beaucoup. Parce que, bon, j'ai le droit. Hein, j'aime beaucoup. C'est quand même très curieux que ce bâtiment, dont la tectonique est vraiment une interrogation, le poids, la massivité, la convexité impérieuse des tours de ducts. Je me souviens de Kahn parlant des ducts. Et qu'est-ce qui était casse-pied avec ces ducts, ces tuyaux, là, ces conduits? Bon, il a exagéré d'ailleurs, parce que dans Richard Michelbellini, je trouve qu'il a exagéré. Mais comment ce dessin peut être un dessin au crayon si transparent et comment bizarrement les arbres, eux, sont dessinés avec un contour épais. Voilà. Il y a une sorte de paradoxe dans ce dessin entre la transparence des éléments construits, des éléments tectoniques et des éléments végétaux et de l'arborescence. Voilà. Bon. Et je trouve ça très, 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 très étrange. Alors, à un moment, on va passer à autre chose, c'est-à-dire ça, c'est donc la synagogue Urva qui, malheureusement, était dessinée pour Jérusalem, qui
des tas de raisons, n'a pas été construite, est importante parce que tout d'un coup, le corps se fait vide, effectivement. Et cette coupe montre quand même cette obsession kanienne qui est celle de l'architecture comme mise en abîme de l'espace. C'est-à-dire, l'espace est toujours, donc, à un moment donné ou à un autre, le vide d'un plein. Et dans ce plein, on peut à nouveau mettre du vide. Et donc, c'est ce qu'on va appeler, notre ami Castex épinglerait aussi, je pense, parler d'espace de paroi. C'est ce que certains ont appelé pocher ouvert. Et c'est ce dessin que dans toutes ses conférences, il trimballait. Il est là, ce dessin, je l'ai mis sur le château, sur je ne sais quel château écossais. Je ne sais même pas s'il existe ou s'il l'a inventé. À mon avis, il l'a inventé. Ce serait mieux qu'il ait dessiné lui-même. Ce serait plus drôle. Donc on voit évidemment dans le dessin, et on voit des rapports qui sont un peu comme les rapports du Richards Medical Laboratories, qui est l'opposition. Il y a un contour quand même, il aurait pu s'en passer. L'opposition de la masse soustraite des pylônes qui constituent la façade périmétrale, mis à part le fait qu'elle soit creusée, donc. Et par contre, l'enveloppe de béton qui est soigneusement tracée, je ne sais si c'est un fusain, un pastel ou je ne sais quoi, mais qui dessine un trait épais. Et effectivement, là-dedans, l'incorporation du vide qui notamment est conduit par la lumière. Alors, bon, ça c'était aussi pour les étudiants, non pas pour montrer Exeter, mais pour montrer, essayer de montrer l'analogie essentielle, la corrélation profonde de ces dessins avec ces constructions. Donc Exeter, que tout le monde évidemment connaît par cœur, ça m'émeut toujours parce que moi j'y ai passé une journée avec ma femme. Et qu'elle ait supporté cette épreuve était quand même une preuve d'amour absolument considérable. Et j'en reste toujours très bouleversé. Je reconnais. Il n'y a pas de photo d'elle. Mais ce sont des photos qui ont été prises ce jour-là. Et voilà. Pas celle-là, parce que celle-là, je l'ai piquée dans une revue, qui est pour montrer la première opération, donc le vide d'un plein, mise en abîme. Et là, on est face à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'épaisseur, parce que c'est un bâtiment qui, parmi ses caractéristiques, il y en a beaucoup, est annulaire, d'une forme annulaire, donc des épaisseurs successives qui rayonnent à partir du vide central, si l'on veut. On peut le lire dans un sens ou dans un autre, peu importe. Et donc, dans l'anneau le plus extérieur, celui qui est contigu au dehors, et où donc l'espace prend de plus en plus de lumière, etc., vous voyez ces grandes fenêtres, divisées, une partie basse, une partie haute, partie haute éclairant évidemment la galerie d'où est prise la photo, eh bien, à l'endroit le plus extérieur, donc, le plus éclairé, il va placer les lieux les plus intimes et permettre l'ombre, donc d'acclimater la lumière liée à cette situation. C'est très amusant de jouer avec le petit volet et de fermer, ouvrir, etc. C'est très amusant pour lire son bouquin. Donc, effectivement, l'espace le plus intérieur est mis dans ce rapport de contiguïté avec le dehors, de telle sorte qu'il devient lui-même, comme dirait Van Eyck, un interlieu, un espace entre deux autres, celui du dehors et celui de la galerie, entre guillemets, extérieure, qui est dans le bâtiment, qui est l'espace collectif, qui fait tout le tour, donc qui est un espace très important, et qui effectivement a une valeur extérieure. Et ce petit lieu
privatif, si je puis dire. C'est une école de riches, donc les étudiants, quand ils sont inscrits dans ce collège, c'est un collège ou un lycée, je ne sais pas, c'est l'équivalent d'un lycée, ils ont, c'est un petit peu agaçant, ils ont chacun leur alcôve, leur carême. Et donc voilà, là on a de la chance, on a une photo sans les cartes postales que tous les élèves foutent partout. Bon. Et donc, cet espace donc, de la paroi, pour citer Castex et Pinret, du bâtiment, cet espace, ce pocher ouvert, est un lieu qualifié par sa situation de mise en rapport d'équivalence d'un extérieur, disons vrai, le dehors, et d'un extérieur construit, celui de l'architecture, et disons, entre guillemets, du type architectural concerné. Alors, voilà, c'est très très étonnant, et il faut y être, en réalité. Alors, là, je vais aller plus vite, parce que je suis infernal. Surtout si je regarde les photos et puis le texte, alors là, je peux parler pendant des heures, ça ne va pas du tout. Et donc, je voulais vous parler de Scarpa. Je me souviens de l'exposition donnée à Carlo Scarpa à l'Institut de l'Environnement, je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être c'était au moment du concours pour Musée Picasso. Et il était grand, hein, il était très droit comme ça, donc il avait un gros ventre en avant, dans un Burberry très gras, très sale. Et il adorait parler aux étudiants que nous étions. Et c'était une cocotte absolument incroyable. C'est-à-dire, oh là là, je viens d'Amérique latine, je voyage depuis 3 mois. Je ne sais pas si quand je vais revenir à Venise, je saurai encore dessiner. J'ai peur. Je vous jure que c'est vrai. Et je pense que, effectivement, il devait avoir peur. Alors c'est très curieux parce que, en réalité, les dessins de Scarpa n'ont aucune valeur pour Scarpa. Ils ne sont pas faits, ne sont pas conçus comme des dessins en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont clairement assignés à la question d'une représentation architecturale telle qu'elle est codifiée par des projections orthogonales, des plans, des coupes, des élévations, etc. Et simplement, il les constitue par la fabrication. Il faut savoir que Siza dessinait sur du calque aussi, mais surtout sur des feuilles d'un certain format, je ne sais plus lequel, mais genre demi-grand-tech comme ça, qui était du contre-collé. Donc il le dessinait, puis après, quand il ne pouvait pas se corriger. Donc il recommençait. Et les planches, je ne sais plus combien il y en a. J'ai un livre qui avait monté, comment il s'appelle, qui a gratté sur le musée Picasso. Voilà. Bon, je ne trouve pas mes noms propres. Comment il s'appelle? Très bavard, qui est un peu casse-couille. Bon, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Il a fait une exposition à Vienne, en Autriche, très belle exposition de tous les dessins de Scarpa. C'était très bien parce que l'Autriche, c'est très important pour Scarpa, évidemment. Et donc, il y a un catalogue que j'ai, énormément de dessins, mais il y en a quoi? Il y en a 500. Et bien, les plans du cimetière Brion, il y en a déjà 20. Donc vous voyez, donc ce qui est important, c'est ce qui est à la marge de ces dessins, c'est-à-dire le fait qu'ils s'installent dans un temps pensé, qui est celui de leur fabrication, et donc ils en sont une trace et un témoignage, donc ils en fixent l'idée, si je puis dire, et d'une part, et d'autre part, tout ce qu'il ajoute à droite et à gauche. Alors, ça, c'est un dessin de la tombe d'entrée.
Bon, tout le monde connaît, je pense, Brion, la construction d'un jardin d'Éden, la chapelle dans le cimetière préexistant qui devient la porte d'entrée à ce jardin d'Éden, donc au-delà des morts, et qui est dédié au couple Brion, qui est symbolisé par les cercles enchevêtrés qui obéissent par ailleurs à l'horizon de ce qui clôture globalement ce cimetière. C'est un bâtiment à la fois absolument sublime, magnifique, et à la fois très agaçant, parce que très chargé, très surchargé. Bon, certains de mes très bons amis sont très énervés par cette chose. Moi, je reste totalement fasciné par une architecture au moyen de laquelle j'ai personnellement beaucoup appris. Et donc, je lui suis redevable, absolument. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, aussi, une des choses intéressantes, c'est non seulement les émargements qui sont pratiqués, qui changent d'échelle, parfois c'est une femme qui l'imagine, toujours très belle, très atmosphérique, très art nouveau, hein, dans l'inspiration. Et effectivement, le dessin c'est articulé, c'est-à-dire c'est découpé, c'est décomposé. Et dans cette décomposition, il y a évidemment notamment l'érosion du mur, et dans cet horizon, la mise en place de tout à fait autre chose, qui est celui de cette limite comme transition et comme surface développée de soudure du plein et du vide, et comme on le voit dans son dessin aussi de l'ombre. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre dans mon propos un peu emberlificoté. Peu importe. Mais il y a une sorte d'épuisement de la forme qui, ça je pense que c'est essentiel, qui ouvre sur d'autres déterminations spatiales. Ça peut être très simple, le volume devient surface, l'arête est multipliée autant que faire se peut, etc. Mais dans ce processus de décomposition, il y a toujours une découverte qui est offerte d'un objet à voir, à toucher, je ne sais pas quoi. Dans la fontaine et le canal de la Fondation Coronista Ampaglia, qui n'a pas trempé la main? Levez le doigt. Hein? Et je vous jure, c'est un plaisir suprême. Voilà. Alors, le problème, c'est que les dessins de Scarpa, alors lui, il s'en foutait du rendu. Hein, parce qu'il n'y a pas un dessin qui est correctement photographié, il n'y a pas un dessin qui est reproductible. Et je peux vous dire, sur Internet, c'est pire que tout. C'est-à-dire, je suis reparti de photographies que j'ai faites avec ma tablette, de livres que j'ai. Donc bon. Donc ça a très peu d'intérêt, mais je voulais montrer un peu aux étudiants ce que ça donne. Ouais, voilà. Ce que ça donne. Bon, alors, on finit par Cézanne. J'ai longtemps attaché beaucoup d'amitié à Cézanne, un petit peu moins maintenant, parce que le caractère extrêmement autobiographique de son œuvre finissante m'agace un peu. J'ai découvert en préparant cette soirée que tous les dessins de Cézanne, malheureusement, ils ne sont pas encore numérisés, donc on ne les voit pas, sont archivés au Québec, CCA, et qu'il y a 540 carnets. Et je ne sais plus, mais je crois environ 5000 dessins.
Alors, c'est pas tant que ça, parce que ça fait longtemps. Hein. Donc, il est âgé maintenant. Et donc, ce dessin-là, donc, il est de 33, vous voyez, ça fait. Oui, il approche rapidement des 90 ans. Donc, vous voyez, il a commencé jeune. Voilà. Donc, j'ai même été. J'avoue que j'ai compté, j'ai trouvé que c'était pas tellement. Et donc, chez Cisa, on est dans cette question du contour. Avec. On est au Portugal aussi, avec ces êtres graciles, gracieux, et qui mangent de la morue, et des filets de poisson, et des patates à l'eau. Hein. Bon. Et évidemment, ce qu'ils cherchent ce sont les corps, sans aucun doute, mais c'est aussi un dessin. Je n'ai pas choisi en fonction de ça. C'est aussi un dessin qui cherche ce qui est à côté des corps, éventuellement l'autre corps. Hein. Et donc voilà. Alors, Santa-Maria de Canaveses, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dessins. Je montre Santa-Maria de Canaveses parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi il avait fait ces espèces d'excèdres de demi-abside convexes à l'intérieur. Et c'est en retravaillant sur Guarini, en apercevant que dans le baroque, eh bien, évidemment, énormément d'intérieurs d'églises sont convexes au lieu d'être concaves. Alors, je ne sais pas encore bien comment ça s'est fait, cette histoire-là. Parce que j'aimerais comprendre intimement pourquoi Guarini a fait des églises dont le plan est pour partie sectionné par des excèdres qui font que l'espace intérieur est à l'extérieur de ces convexités. En tout cas, je suis sûr que Cisa a copié Guarini et pas l'inverse. Et c'est assez intéressant parce que là, la question de la réversion de l'intérieur et l'extérieur est prise au pied de la lettre, quoi. Hein? On ne peut pas dire le contraire. Et donc, alors, il y a autre chose, il y a une chose que j'aurais aimé montrer aux étudiants, c'est une chose que je trouve très émouvante dans les dessins de Cisa. Souvent, il fait un dessin, et puis à la fin, il l'entoure circulairement. Il met son œil. Ça, c'est une drôle d'attitude. Alors, je croyais que le dessin en bas à droite, qui donc correspond à la photo, c'était le cas, mais je suis sûr qu'il y en a un qui est le cas, mais je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Bon. Alors, pour finir sur des projets qui sont... J'aime beaucoup cette petite chapelle, et donc pour finir sur le contour chez Cisa, j'étais content de vous montrer ça. Alors, vous devez le connaître très bien, cette petite chapelle que je trouve extraordinaire, qui se termine sur ce mur très très légèrement convexe, bombé, creusé du symbole de la croix chrétienne. À côté, si je puis dire, de quelque chose de beaucoup plus austère, de cette demi-lune. Voilà. Alors, ça, c'était pour les étudiants sur l'espace de représentation. Cisa, et alors je le dis volontiers parce qu'il y a quelques anciens étudiants que j'aime bien, qui me connaissent bien, je trouve ça serait intéressant. C'est quand même, parmi les architectes contemporains, l'incroyable cohérence et constance et intégrité formelle de tous ces dessins. C'est-à-dire, à gauche, c'est un projet de permis de construire de la maison Duarte à Ovar, et vous voyez que le plan est entouré des coupes et des élévations qui sont rabattues à l'endroit à l'envers. On pose le plan sur la table et on tourne autour de la table. Hein, où on fait tourner le dessin. Et c'est le permis de construire. Et le permis de construire est un dessin très abstrait. J'ai toujours trouvé Cisa un type très fort parce qu'il devait arriver à gagner sa vie à peu près correctement, puisqu'il en faisait juste ce qu'il fallait, mais
Rien de plus. On voit que dans la deuxième planche, celle du milieu, le plan devient le plan de ce qu'on appellerait ici un dossier de consultation d'entreprise ou un projet. On voit que le plan est détaillé minutieusement au trait. CISA a produit de nombreux livres qui sont des monographies de projets où il montre toutes les représentations graphiques de ces projets, et notamment celles qui sont faites sous AutoCAD, et qui sont des dessins au trait purement descriptifs et magnifiques. Voilà. Donc ceux qui aiment les ordinateurs peuvent acheter ces livres. Voilà. Et la troisième planche donne le détail, donne le dessin, toujours avec des rabattements, donne le dessin de la cheminée, qui est une cheminée postmoderne un peu branlée. Bon. Et puis aussi les maquettes. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il fait ses bâtiments comme ses maquettes comme ses dessins. Voilà. Je voulais faire cette constatation. Vous avez sûrement déjà faite vous-même. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir été si long.